Je vais commencer. Bienvenue. Merci à tous d'être là pour ce premier cours de cette année. Et alors, je vais d'abord expliquer en quelques mots pourquoi j'ai choisi cette thématique. Donc, comme vous le savez, la chaire s'appelle Épigénétique et mémoire cellulaire. Et j'ai déjà parlé un petit peu de la chromatine l'année dernière et puis la première année aussi. Mais j'ai réalisé qu'en effet, pour beaucoup de gens, l'épigénétique, c'est la chromatine. Pour d'autres gens, l'épigénétique, c'est le lien entre l'environnement et nos gènes. Donc l'épigénétique peut être utilisé un peu comme on veut. Actuellement, c'est un mot qui peut être exploité un peu partout. Mais j'ai réalisé que peu importe l'exploitation qu'on fait, la chromatine est souvent au cœur de la définition qu'on donne, que ce soit le lien avec l'environnement, que ce soit le lien avec l'expression génique, que ce soit en lien avec l'hérédité. Et donc je commence en vous montrant un dessin qui date il y a bien longtemps par Walter Fleming, qui montre ce que c'est la chromatine. Donc, il s'agit là des cellules, et ce qu'on voit, ce sont les noyaux au cœur des cellules des eucaryotes. Et Fleming a dessiné ce qu'il voyait dans ces noyaux, ces régions denses hétérogènes qui, petit à petit, semblaient se cristalliser ou se former en ce qu'on appelait un peu plus tard les chromosomes. Donc Fleming, il a décrit la mitose, la division cellulaire et la séparation des chromosomes, mais dans ses dessins, on voit déjà cet aspect hétérogène qui était la chromatine. Et en fait, on sait que la chromatine est la matrice du génome, la matrice qui permet la transmission du génome d'une cellule à l'autre, d'une division cellulaire à l'autre et à travers les générations. Alors, à l'époque, on ne savait pas beaucoup de choses sur cette entité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on sait plus? Quand on regarde un livre d'école ou de première année en licence, c'est un petit peu le schéma qu'on voit. Donc, on sait un peu plus sur la chromatine. Voici un chromosome et on voit ici cet aspect assez, comment dire ça, encore hétérogène, mais quand même replié, les deux chromatides. Et quand on regarde un peu plus près, on arrive avec des techniques donc de microscopie électronique, de voir qu'il y a peut-être de la structure. Et je vais revenir sur effectivement les structures qu'on arrive maintenant à non seulement à voir, mais à comprendre. Mais il reste beaucoup de questions par rapport à comment, à partir de l'ADN, dans une cellule, on arrive à impacter de manière, on va dire, coordonnée et accessible, mais parfois et pas toujours, comment on arrive à compacter cet ADN en forme de chromatine. Et je voulais commencer donc en parlant de la chromatine parce que c'est, comme je l'ai dit, la matrice du génome qui permet effectivement son expression et sa transmission correcte. Donc un petit peu d'histoire pour commencer. Comment la chromatine a été on va dire, découverte ou observée pour la première fois. En fait, c'était Friedrich Micher en 1871 qui a décrit à partir des leucocytes et aussi un peu plus tard dans le sperme de saumon qu'il y avait une substance riche en phosphore qu'il appelait la nucléine et qui venait donc des noyaux. En purifiant les noyaux, il a décrit cette substance riche en phosphore et pauvre en soufre. Et que seul qui travaillait dans le même laboratoire un peu plus tard a décrit que cette substance avait deux composants, un composant protéique et un composant non protéique. Le composant non protéique, il s'avère, était les acides nucléiques, et il y avait ce composant protéique qu'il a appelé histone. Alors on ne sait pas exactement pourquoi il a choisi ce mot, mais voilà, le nom a été donné déjà dans les années 1880.
Et donc tout ça, ça a été fait en purifiant les noyaux des cellules et en jouant avec les extractions acides. Et donc dans le cas de Kössel, il a travaillé avec les érythrocytes de poulet. Donc en fait, ces expériences ont amené en fait à la description de ce qui était l'ADN, on a compris plus tard. Friedrich Micher, il est décédé avant que le prix Nobel puisse être donné, mais Albrecht Kössel a eu le prix Nobel en 1910, non seulement pour sa description des acides nucléiques, mais aussi pour sa recherche sur les composants chimiques du noyau et sur ses études de biologie cellulaire. Donc ici, vous voyez un tube d'origine, on va dire, d'extrait de la nucléine de Friedrich Micher. Et donc, Micher, en fait, a beaucoup étudié la question jusqu'à la fin de sa vie. Et il a même postulé quelque chose qui était tout à fait prévoyant, mais ensuite, apparemment, il a un petit peu changé son avis. Mais à l'époque, les études sur l'embryon et la fécondation qui étaient en train de s'élaborer, qu'est-ce que c'est le spermatozoïde, qu'est-ce que c'est l'œuf, est-ce que la matière d'hérédité est transmise via ce sperme et cet œuf. Et en fait, en étudiant donc le sperme de saumon, Micher a même proposé qu'il y a peut-être la substance qui est, on va dire, causale de la fécondation qui pourrait être cette nucléine. La question, bien sûr, c'était est-ce que c'était l'acide nucléique ou la protéine dans ce qu'il appelait la nucléine. Alors nous savons tous maintenant qu'il s'agit de l'acide nucléique, mais comme vous allez voir au fur et à mesure des cours de cette année, on peut quand même se poser la question si le composant protéique, les histones, pourraient aussi être les porteurs d'informations à travers la fécondation et donc à travers les générations. Alors Fleming, comme je l'ai dit, a étudié les divisions cellulaires, les chromosomes, il a décrit la mitose, et en étudiant ces divisions, c'est lui qui a nommé cette substance la chromatine dans ce qu'il voyait. Et donc, en fait, c'était un botaniste, Zacharias, qui, en faisant des études justement sur la substance nucléine et les entités, les chromosomes, en utilisant des enzymes qui pouvaient digérer à différents degrés ces entités, a conçu que peut-être, effectivement, la nucléine faisait partie des chromosomes. Donc c'était Zacharias qui a fait ce lien entre ce que voyait Fleming et ce qu'avait décrit Micher et Kössel. Et donc Fleming, à la suite de ses études, de Zacharias, a proposé qu'effectivement, peut-être la chromatine est la nucléine, et même si ce n'est pas le cas, l'un porte l'autre. Et donc, à l'époque, il a dit, puisqu'on ne connaît pas encore la nature exacte chimique de la chromatine, pour le moment, on va l'appeler comme ça jusqu'à une description, on va dire, plus précise. Alors que vous allez voir, finalement, les biologistes n'ont pas beaucoup d'imagination parce qu'on continue à l'appeler la chromatine, même si on connaît très très bien maintenant de quoi elle est faite. On pourrait dire la même chose pour d'autres mots comme le gène et l'épigénétique. Finalement, on a plus de détails, mais on n'arrive pas à trouver les nouveaux mots qui vont avec. Mais bon, à l'époque, pendant plusieurs décennies, la question est restée quand même ouverte. Quelle est la base de l'hérédité ? Il y a eu donc l'hypothèse que les chromosomes étaient quand même, qui portaient l'information qui était héritée suite à la redécouverte des études de Mendel et aux analyses génétiques de Morgan. Mais même en 1941, là où on savait que probablement effectivement les chromosomes et la chromatine étaient la base de l'hérédité et des gènes, cette entité qui donne donc les caractères, il était toujours postulé que peut-être c'était les protéines en fait qui étaient le site de l'information génétique. Donc ça c'était un symposium à Cold Spring Harbor. Effectivement, il était encore une question ouverte. Peut-être le gène est fait de protéines et pas d'acide nucléique.
Mais c'était très peu de temps après, en 1944, que les expériences de Avery, McLeod et McCarthy ont démontré que c'est l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique qui est en fait la substance, la matière génétique. Et donc ça, c'était bien sûr une découverte révolutionnaire qui, quelques années plus tard, a été suivie par la compréhension de la structure de cet ADN en double hélice par Watson et Crick, qui ont eu donc, le prix Nobel pour ces découvertes, qui étaient basées sur la structure que Rosalind Franklin avait aussi découvert. Et quand ils ont montré qu'effectivement cet ADN était fait de double bras avec une série de 4 nucléotides répétés qui pouvaient se lier de manière extrêmement fidèle pour faire des paires de bases, ils ont quand même noté que cette structure donnait aussi la possibilité, la base, cet appariement très spécifique entre les nucléotides pouvait donner la base d'une manière de copier ce matériel. Donc on pouvait copier le matériel génétique et ainsi comprendre la manière que le génome est dupliqué à chaque division cellulaire et aussi transmis à travers les générations. À la suite de cette découverte, il y a eu aussi une période très riche de recherche et découvertes qui a montré très vite ce qu'on appelle le dogme central. Vous savez tous que l'ADN peut produire l'ARN, l'acide ribonucléique, qui en fait est la substance, la matrice qui va être exploitée pour produire les acides aminés, qui va être traduit pour produire la protéine. Donc l'ADN donne lieu à l'ARN et à la protéine. Donc, nous savons maintenant qu'il y a des ARN qui peuvent être utilisés pour, on va dire, tels quels, sans avoir besoin de les traduire. Mais en tout cas, c'était assez clair et Francis Crick et d'autres ont beaucoup débattu sur cette question de directionnalité ADN, ARN, protéines. Donc, c'était la base de la biologie moléculaire. C'était le code génétique. À partir d'une séquence donnée, on pouvait prédire l'ARN produit et prédire les acides aminés produits à partir de cet ARN et cet ADN. Donc c'est un véritable code et ce qui est fantastique et remarquable, c'est cette molécule et ces règles s'appliquaient à tout le monde du vivant. C'est-à-dire que c'était le même code génétique utilisé dans les prokaryotes, les eucaryotes, les bactéries et les mammifères. Donc c'était une règle qui a très vite conduit à une explosion dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Et donc les travaux de Jacob et Monod et Leboeuf sur l'Operon-Lac ont été majeurs dans notre compréhension de la manière que l'ADN est exploité pour justement produire des protéines au bon moment et au bon endroit. Donc le génome est là, mais il n'est pas forcément exprimé de la même façon à tout moment. Et donc, les hypothèses et les travaux de Jacob et Monod en utilisant le système de l'Operon-Lac chez les bactéries ont montré qu'à partir d'un génome, on peut produire des protéines structurales qui sont importantes pour les structures ou pour la vie, on va dire, de l'individu, et aussi des régulatrices, des protéines qui sont produites pour réguler justement l'expression ou pas de ces gènes structurels. Donc en fait, il y a eu cette idée de contrôle génique qui sous-tend en fait la production de répresseurs et activateurs spécifiques et ces activateurs répresseurs peuvent reconnaître de manière très spécifique des éléments de séquence qui elles, peuvent réguler d'autres gènes. Donc c'était une base extrêmement importante, mais qui a donné lieu à quelques décennies de recherche pour comprendre si effectivement ces règles de base pouvaient s'appliquer à d'autres systèmes.
Donc il y a cette fameuse citation que peut-être tout ce qui est vrai pour une bactérie comme Escherichia coli pourrait être vrai aussi pour un éléphant, puisque l'éléphant, comme la bactérie, a l'ADN, et donc il s'agit simplement d'avoir des gènes qui peuvent être transcrits pour produire l'ARN et donc leurs protéines par des éléments régulatrices par des protéines régulatrices comme les facteurs de transcription ou les répresseurs qui sont produits par d'autres gènes. Simplement, la situation était clairement plus complexe pour les mammifères. Même là, on parle d'un embryon d'éléphant, mais même si on prend une simple levure qui est aussi un eucaryote, c'était clair que les règles n'étaient pas si simples à appliquer. Et donc pendant très longtemps, il y a eu, on va dire, une sorte de blocage par rapport à la compréhension de l'utilisation du génome eucaryote. Et pourquoi? Parce que par rapport aux bactéries, le génome eucaryote est bien sûr beaucoup plus complexe, contient des éléments répétés, contient aussi des séquences qui sont plus ou moins facilement exprimées, et surtout parce que ce génome est associé à ce qu'on appelle la chromatine que je vous avais décrit tout à l'heure. Et donc si je vous montre une diapositive de la manière que le développement, on imagine, en tout cas chez les mammifères, pourrait se passer, si on se base un peu sur ce système d'opérant-lac, on peut, comme je l'avais décrit l'année dernière pendant mes cours, imaginer qu'effectivement, à partir d'un œuf fécondé, on a un génome qui peut être utilisé à différents endroits. Donc, différents gènes sont activés ou réprimés en fonction du type cellulaire qui va être produit. Donc, on peut imaginer un système extrêmement simple, effectivement, où les facteurs de transcription ou les facteurs de répression s'associent à des gènes pour donner ensuite des phénotypes très spécifiques comme les cellules de muscles ou de foie ou neuronales. Tout simplement, on sait qu'il ne suffit pas d'avoir juste les facteurs de transcription exprimés dans une cellule pour qu'un gène s'active. Il y a clairement besoin d'autre chose. Donc, évidemment, il y a un besoin que les facteurs soient, on va dire, dans un état approprié eux-mêmes pour aller trouver leur cible sur l'ADN. Mais il y a aussi un besoin que le gène est réceptif au niveau de sa chromatine. Et c'est là où on pense qu'effectivement, la chromatine joue un rôle, d'une part, d'empêchement d'activation, mais d'autre part, de facilité de l'activation ou de répression des gènes. Et l'autre point qui est important, c'est que, très important par rapport à l'épigénétique, c'est que les profils d'expression génique qui sont mis en place progressivement au cours du développement devient stable et héritable au cours des divisions cellulaires. Donc un gène qui est exprimé de manière très spécifique pour donner lieu à un type cellulaire rarement va s'éteindre de manière abrupte, ou un gène qui a été inactivé ne va pas se réveiller. Sinon, ça sera extrêmement chaotique. Et donc c'est là où on pense qu'effectivement il y a un besoin d'une mémoire de la cellule, et on pense qu'effectivement la chromatine joue un rôle majeur dans cette stabilité de l'expression génique au cours des mitoses et au cours du développement et dans les cellules somatiques. Et donc, si je reviens à on va dire, le problème chez les eucaryotes, c'est qu'effectivement, l'ADN n'est pas simplement dans une soupe nucléaire, il est empaqueté en forme de chromatine. Et donc ici, avec des colorants spécifiques de l'ADN, on voit qu'effectivement, il y a des régions qui sont extrêmement denses, qui ont été appelées hétérochromatines par Emil Heitz, et d'autres régions qui sont beaucoup moins denses, comme vous voyez ici, qui ont été appelées euchromatines. Et donc on sait que cette compaction est essentielle pour que le génome rentre dans le noyau. Par exemple, chez les humains, on sait qu'il y a 3 fois 10 puissance 9 paires de bases, donc environ 2 mètres d'ADN, qui doivent rentrer dans un noyau qui peut faire environ 10 microns. Donc c'est un degré de compaction extrêmement important. Donc c'est important justement d'avoir cette chromatine pour compacter le génome, mais clairement cette matrice pourrait jouer d'autres rôles aussi.
Et alors ici, je voulais citer Cummings, qui était un scientifique des années 50 et 60, qui a beaucoup étudié l'organisation nucléaire. Et comme vous voyez, en observant, il dit que finalement, on a l'impression qu'il y a un grand désordre dans le noyau, mais peut-être justement caché sous cet apparent désordre, il y a un ordre qui est caché par la chromatine, qui a beaucoup de sens. Et donc les questions sont, est-ce qu'effectivement il y a un ordre? Est-ce que ces structures qu'on voit compactées ou moins compactées sont quand même ordonnées? Et comment cette organisation est liée aux gènes et à leur expression? Et comment on peut copier l'ADN, ce matériel génétique, dans cette situation extrêmement hétérogène? Et si on copie l'ADN, bien sûr, on peut imaginer qu'il faut aussi copier la chromatine. Et donc, pour revenir sur la description, les premières descriptions de cette hétérogénéité, en fait, c'était Emil Heitz qui avait étudié ça chez les plantes. Hein. Il a étudié avec des colorants très spécifiques la chromatine et a montré qu'effectivement, il y a des régions plus ou moins condensées. Donc, il les appelait hétéropyknotiques. Après télophase, donc après la dernière phase de la mitose, il voyait qu'il y avait des régions qui restaient condensées, un petit peu comme les chromosomes en mitose, et d'autres régions qui ne se comportaient pas comme ça. Et donc, par opposition, il les appelait euchromatines. Donc, bien sûr, chromatine, ça veut dire couleur, chroma en grec, hétéro, ça voulait dire autre chose, donc différent. Donc, il y avait une condensation différentielle qu'il avait décrite. Et donc, il a décrit cette hétérochromatine, on va dire, constitutive, qui semble toujours être là, mais il a aussi décrit une hétérochromatine qu'il appelait facultative, qui pouvait être présent ou pas. C'était déjà dans les années 40 que Pontecorvo avait proposé que peut-être l'hétérochromatine constitutive pourrait être faite des éléments répétés. Donc justement, comme je l'ai dit, les eucaryotes, contrairement aux prokaryotes, ont beaucoup de séquences qu'on peut appeler poubelles si on veut, mais c'est des éléments répétés qui sont les éléments mobiles, mais qui sont présents jusqu'à 50% ou plus du génome. Et Pontecorvo avait proposé que justement cet aspect très condensé de la chromatine pourrait être ces régions-là, et en particulier associé avec des régions, les centromères, qui sont importants pour la ségrégation des chromosomes. Mais l'hétérochromatine facultative pouvait être soit euchromatique, soit hétérochromatique en fonction du cycle cellulaire aux différents états. Et ça, l'exemple le plus frappant à cette époque, donc déjà dans les années 40, les observations de Bertram et Barr étaient qu'il y avait dans les noyaux des femelles ce qu'ils appelaient le corpuscule de Barr, une région hétéropyknotique qu'ils avaient attribuée à quelque chose en lien avec les individus avec deux chromosomes X, donc les femelles. Donc les mâles n'avaient pas cette corpuscule, mais les femelles l'avaient. Et donc c'était Mary Lyon en 1961 qui avait proposé que ce corpuscule de Barr était en fait un des deux chromosomes X qui était inactivé, et que cette inactivité était donc stable et propagée, et donc elle a proposé que peut-être c'était un exemple d'hétérochromatine facultative. Et d'ailleurs, elle avait décrit un petit peu les différents états de la chromatine dans un papier en 1974, où justement elle décrit la chromatine qui ne code pas pour des protéines, qui est constitutive et qui a des fonctions autres que la transcription. Bon, on va voir maintenant avec les cours que finalement même l'hétérochromatine constitutive peut être transcrite, mais de manière très précise au cours du cycle cellulaire. Mais en tout cas, la chromatine qui pouvait donc produire pouvait être exprimée, pouvait être transcrite et qui pouvait produire donc l'ARN et donc coder pour des protéines, la chromatine codante, pouvait être dans deux états, soit actif, soit inactif. Et dans son état actif, elle pouvait être active mais pas transcrite, ou en état de repos. Donc elle avait déjà imaginé ce scénario où on avait un ADN qui était présent, et en fonction de la chromatine dans laquelle il était porté, il pouvait être exprimé de manière plus ou moins efficace.
et ça de manière différentielle peut-être au cours du développement, au cours du cycle cellulaire. C'était Barbara McClintock qui est allée, je pense, le plus loin dans la réflexion de ce que ça voulait dire, avant même de savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc McClintock avait proposé, avec ses études sur les plantes, que peut-être la quantité, la qualité et l'organisation de l'hétérochromatine. Et quand elle parlait des éléments de l'hétérochromatine, elle parlait justement des éléments transposables, les éléments répétés de Pontecorvo. Et que peut-être cette quantité, qualité et structure pouvaient changer dans des situations particulières et que peut-être ça pouvait influencer l'efficacité de l'activité des gènes. Donc c'était bien avant, comme je l'ai dit, qu'on sache qu'il s'agissait d'ADN et de transcription en ARN, mais elle savait déjà que l'action des gènes, leur capacité de produire, était potentiellement affectée par l'hétérochromatine. Et donc, si je reviens à cette diapositive avec l'hétérochromatine, on va dire constitutif et facultatif, pour résumer, on peut dire qu'effectivement l'ADN semble être empaqueté différemment dans le noyau. Et ce qui a été observé de plus en plus, c'est que différents types cellulaires semblent avoir différentes proportions et distributions de cette chromatine. Donc la question était, est-ce que cette différence de distribution était liée à l'expression des gènes, était cause ou conséquence? Et alors ici, je vous montre une étude qui en fait est assez récente, mais qui utilise toujours les techniques un peu à l'ancienne, mais qui, pour le moment, on n'a pas encore la capacité d'étudier la structure aussi fine par d'autres techniques. Donc ici, c'est de la microscopie électronique, et avec une coloration de Fulgen. Et ici, il s'agit de lymphocytes qui sont soit en état de repos, ou soit qui ont été stimulés pendant 24 heures ou 48 heures. Et donc, ces lymphocytes stimulés s'activent, commencent à proliférer et à exprimer un grand nombre de gènes. Et donc, je pense que vous pouvez voir qu'effectivement, ici, dans les lymphocytes qui sont, on va dire, en repos, quiescentes, ne semblent pas avoir beaucoup d'hétérochromatine associée. Donc ici, c'est le nucléole, en fait, et autour, ici, vous voyez l'hétérochromatine. Mais très rapidement, même en 24 heures, on voit une sorte d'ouverture de cette hétérochromatine en état plus euchromatique. On voit même des petits fibres. Et donc, il y avait cette idée que même si l'hétérochromatine semblait être une grande partie du noyau, elle avait une plasticité dans certaines situations très importante. Et que cette plasticité était en lien avec l'expression des gènes, la transcription, et les phases du cycle cellulaire. Et donc, si je reviens maintenant sur les systèmes, les modèles que les gens ont étudiés dans les années 50-60, il y avait aussi d'autres découvertes majeures qui nous ont permis à comprendre l'impact éventuel de ces états de chromatine, l'hétérochromatine en particulier. Et on avait donc les règles établies de Mendel, les bases de la génétique, qu'un génotype va conduire à un phénotype, à certains caractères. Donc une mutation dans un gène va conduire à un certain phénotype. Mais les observations dans différents systèmes modèles ont conduit les chercheurs à réaliser qu'en fait, que les règles n'étaient pas toujours suivies et qu'il y avait parfois une variabilité dans les phénotypes au sein d'un individu qui était assez frappante. Et donc ces variabilités pouvaient être vues comme étant des clones de cellules qui montraient l'expression d'un gène ou pas. Donc ici, par exemple, chez la drosophile, la mouche de vinaigre, les études de Morgan au début du XXe siècle ont décrit les gènes qui étaient impliqués dans la couleur des yeux, donc le gène white qui en fait en état sauvage va produire un œil rouge.
Et un peu dans les années 30, Müller a conduit une expérience d'irradiation où il a généré des chromosomes inversés ou transloqués. Et il a montré qu'il y avait une inversion qui ramenait ce gène white beaucoup plus près d'une région d'hétérochromatine, qui était près d'un centromère. Et donc, cet simple remaniement, qui n'était pas une mutation dans le gène, apparemment, conduisait à un phénotype de ce type-là, où, au lieu d'être juste rouge ou juste blanc, si le gène était muté, on avait des taches de rouge et de blanc. Donc, il s'agit ici d'une variégation où certaines cellules expriment le gène et d'autres pas. Et donc, il y a eu ce lien entre cette activité alternée qui était liée à l'hétérochromatine. Donc, Barbara McClintock, dans les années 50, a aussi fait ce type d'observation chez le maïs, où il a montré qu'effectivement, la couleur était associée à la proximité à des régions hétérochromatiques et des éléments transposables. L'autre exemple que j'ai déjà mentionné, c'était l'inactivation du X, donc le système que Mary Lyon avait découvert et proposé en 1961. Et en fait, elle avait proposé que ce corpuscule de Barr était un des deux chromosomes X. Et quand il s'agit d'une situation où les deux X sont différents pour des gènes qui codent pour la couleur du pelage, par exemple le gène orange qui peut donner une expression, un phénotype orange de pelage. Donc une mutation dans ce gène donne un pelage noir, mais ce qu'elle avait observé, c'est que les chats femelles n'étaient pas, on va dire, n'avaient pas une expression des deux gènes de la forme mutée et la forme sauvage dans la même cellule. Il y avait l'expression soit de l'un, soit de l'autre, soit l'allèle orange, soit l'allèle noir. Et il y avait des plages de cellules ou des plages de pelage qui exprimait donc cette couleur noire ou orange. Et donc, sur cette base-là, elle avait proposé qu'effectivement, un des deux chromosomes est totalement éteint au cours du développement, et cette extinction transcriptionnelle de tous les gènes, y compris ce gène orange, est maintenue au cours des divisions cellulaires. Et il y avait d'autres exemples aussi dans différents systèmes, comme chez la levure, où il a été montré beaucoup plus tard, mais ce type de variegation peut aussi avoir lieu au locus de mating type. Et vous allez entendre parler de ce système lors du séminaire la semaine prochaine. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séminaire, c'est la semaine prochaine qu'il y a le séminaire de Robin Olsher. Donc ces études assez diverses dans différents systèmes ont fait le lien entre une activité différentielle des gènes et une association à l'hétérochromatine, qui était donc distinguable cytologiquement. Et ici, je vous montre dans le cas des études du gène white chez la drosophile qu'effectivement, l'inversion positionnait ce gène white plus près d'une région hétérochromatique. Et ici, en fait, c'est des chromosomes en polythène, et une région hétérochromatique est en fait moins répliquée et donc semble beaucoup plus, on va dire, mince et en moins de copies. Et donc en fait, il s'agit ici d'une région hétérochromatique qui a été juxtaposée aux gènes qui normalement ne se retrouvent pas dans une région de ce type. Donc voilà, il y a eu ce lien qui était très important parce que ça a commencé à provoquer une recherche pour comprendre la base justement de cette variabilité d'expression liée à la chromatine. Et donc c'était des phénomènes de ce type, non mendéliens on va dire, qui ont en fait provoqué un changement dans la notion de l'épigénétique, et je vais venir sur ce point dans un instant. Et ils ont aussi donné les fondations pour la découverte des facteurs qui étaient impliqués, en particulier le système de la drosophile et la levure, avec ce type de phénotype extrêmement facile à visualiser, ont permis de faire des cribles génétiques pour identifier les facteurs qui étaient impliqués dans ce type
étalement ou propagation de l'hétérochromatine pour affecter des jeunes. Donc pour une bref définition de l'épigénétique, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, chaque année je reviens sur ce point, mais je pense que c'est important qu'on sache de quoi on parle. Donc dans les années 40, c'était Waddington qui avait proposé ce mot épigénétique, et il avait proposé le mot pour faire le lien entre le développement embryonnaire et la génétique. Donc c'était deux mondes un petit peu de sciences. Il y avait des embryologistes qui faisaient de l'expérimentation sur les embryons précoces dans divers systèmes, et il y avait les généticiens qui faisaient de la génétique pure, qui croisaient, qui regardaient phénotype, transmission. Et il n'y avait pas vraiment un lien entre ces deux mondes, même si on savait que quand même le matériel de l'hérédité était à la base du développement et les caractères associés avec une mutation. Et donc, pour faire le lien entre ces deux mondes, Waddington a proposé le mot épigénétique qui fusionnait le mot épigénèse, développement, embryogenèse, et génétique. Donc, pendant longtemps, ce mot n'a quasiment pas été utilisé, en fait. Même si Waddington avait voulu cette fusion, il fallait attendre quand même quelques décennies pour que ce mariage, on va dire, entre les deux mondes se fasse, parce que les outils n'existaient pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70-80, le mot a été utilisé un tout petit peu différemment. On pouvait quand même avoir cette connotation de lien entre génotype, phénotype et développement, mais il y avait une notion d'héritabilité, de mémoire qui a été prise. Alors pourquoi? En fait, c'était parce que pendant cette période-là, les chercheurs commençaient à pouvoir cultiver des cellules, donc prenaient les cellules, étudiaient les phénotypes des cellules au cours de la culture dans une boîte de pétri, et on réalisait qu'effectivement, les cellules ne changeaient pas leur caractère, elles gardaient quand même leur phénotype, on va dire, même si elles étaient en dehors de l'organisme. Donc il y avait cette notion que les cellules pouvaient quand même se rappeler de leur état de différenciation avec une grande fidélité. Il y avait aussi le début des études sur les cellules souches qui pouvaient être différenciées avec des changements dans l'activité génique. Et donc, grâce à ce type d'études dans les années 80, que en fait, une étape différenciée, même dans une boîte de pétri, pouvait être induite et ensuite maintenue, et de façon héritable au cours des mitoses. Donc, la question était comment? Mais en fait, parce qu'il y avait ce lien entre différenciation et changement d'état stable, le mot épigénétique commençait à être utilisé dans ce sens. Il y avait aussi les phénomènes comme l'inactivation du X que je vous avais décrit, et d'autres types d'héritabilité non mendélienne comme la paramutation chez les plantes, l'empreinte. Donc ces phénomènes aussi avaient, on va dire, des liens communs dans le sens qu'on avait le même ADN, mais utilisé de manière différente, donc même sans mutation, on pouvait avoir une expression différentielle, et cette expression différentielle pouvait quand même être héritable. Donc tout ça a conduit à un glissement, un changement dans l'utilisation du mot épigénétique. Et donc c'était Riggs et Holliday, c'était les deux chercheurs qui ont proposé qu'effectivement l'épigénétique était tout changement d'activité génique ou même de fonction de génome qui n'affectait pas la séquence de l'ADN, mais qui était héritable au cours des divisions cellulaires. Et donc, pourquoi ils ont décidé de proposer ce changement? C'est parce qu'ils y avait déjà, ils avaient en tête un changement, une modification qui pouvait peut-être être la base de cette utilisation différentielle de l'ADN. Et c'était la méthylation. Donc, la méthylation qui s'ajoute sur une des bases de l'ADN, la cytosine, via des enzymes qui s'appellent des méthyltransférases. Cette petite modification ne change pas du tout la structure de l'ADN, mais pourrait changer la manière qu'elle soit lue. Et très vite, grâce à des études
en comprenant les facteurs qui étaient impliqués dans la mise en place et la réplication de l'ADN et la réplication de cette marque. Et ça, j'ai déjà couvert plusieurs fois dans mes cours. Je vais le mentionner encore dans quelques semaines, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, c'était un marque par excellence d'épigénétique parce qu'on comprenait comment ce changement était mis en place et aussi comment il a été propagé au cours de la réplication de l'ADN. Donc, les études sur la méthylation ont fait que cette marque de l'ADN a été proposée comme une marque épigénétique qui pouvait contribuer à la mémoire des cellules. Le petit problème, c'est que certains des systèmes dont je vous ai parlé, comme la variegation de position, le position effect variation chez la drosophile, il n'y a pas de méthylation d'ADN dans ce système. Donc, même si l'hétérochromatine avait ce lien avec une expression différentielle, et que peut-être la méthylation pouvait expliquer certains de ces phénomènes. Et d'ailleurs, pour l'inactivation du X, on voyait que la méthylation des promoteurs des gènes sur le X inactif était corrélée de manière très étroite avec cette inactivité. Par contre, pour d'autres systèmes où il n'y avait pas la méthylation, ça ne pouvait pas expliquer, on va dire, un changement épigénétique ne pouvait pas être dû à une méthylation de l'ADN. Et donc, si on revient maintenant sur la chromatine, et qu'est-ce qu'elle porte autre qu'un ADN méthylé pour qu'elle soit différente et différemment utilisée. Donc on revient sur sa nature. En fait, là, pendant très longtemps, vous voyez, depuis la première description en 1880 autour, en fait, cytologiquement, on ne savait pas grand-chose en fait, sur sa structure. Et c'était que dans les années 70 qu'il y a eu des découvertes majeures pour comprendre quelle est la structure de cette chromatine de manière plus précise. Donc, c'était la découverte que la chromatine n'est pas juste l'ADN avec une protéine, les histones, qui est associée avec, enfin, qui la décore un peu de manière aléatoire. Il y a eu la découverte qu'il y a une structure extrêmement précise et répétée qui s'appelle le nucléosome, qui est fait, comme l'avait prédit Micher, Kössel et ensuite Fleming, qui était composé d'acides nucléiques, l'ADN et les histones, mais que cette chromatine ou ces nucléosomes sont en fait structurés de manière extrêmement précise avec l'ADN embobiné autour des histones et ainsi l'ADN en fait peut être accessible à d'autres facteurs et les histones sont une sorte de cœur de cette petite structure. Et donc en fait, comment on est arrivé à ces conclusions? Tout d'abord par des études de microscopie électronique, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière très, très puissante. Ici, vous voyez ces nucléosomes visualisés et qui montrent un petit noyau avec un point au cœur. Et en fait, il a été prédit qu'effectivement, les nucléosomes, c'est comme des cylindres avec un diamètre d'11 nanomètres et une taille, une hauteur de 5,5 nanomètres. Donc ça, c'était la prédiction. Et en fait, par des études biochimiques, en utilisant des détergents différentes avec des différentes concentrations de métaux et aussi en utilisant des nucléases diverses pour essayer de digérer cette chromatine. Et donc, je pense que c'était ça le challenge parce que c'était très difficile de purifier quelque chose qui n'était pas tout simplement un produit de dégradation et de se convaincre que ce qui a été purifié était quand même quelque chose de réel, une unité et pas juste un produit de dégradation. Donc, c'était l'ensemble de ces différentes approches qui ont conduit à la description du nucléosome. Et donc, c'était le début d'une nouvelle époque, une nouvelle ère, on va dire, de compréhension de la chromatine. Donc, le acteur majeur de cette compréhension, c'était Roger Kronberg, qui donc a décrit effectivement que le nucléosome, c'est cette cœur d'histone embobiné par l'ADN. Et donc, il s'agit d'un octamère de deux histones parmi 4, donc H2A, H2B, H3 et H4, qui forment cette corps protéique du nucléosome et entouré par 147 paires de bases.
dans un tour super hélice à gauche. Je ne sais pas comment dire ça en français. Left-hand superhelical turn, voilà. Et donc cette compréhension était très importante. En plus, il y avait la découverte d'un cinquième histone, qu'on appelle maintenant le histone H1, qui s'associait pas, qui n'était pas dans le corps, mais qui était associé à l'ADN qui se retrouvait entre les nucléosomes. Et on appelait ça l'histone de liaison, linker histone. Et cet autre histone avait peut-être le rôle de ramener, compacter la chromatine en fibres un peu plus condensées, comme vous voyez ici. Donc ici, le diamètre prédit était de 10 nanomètres ou 11 nanomètres, et dans la forme plus compactée qui a été visualisée, on décrit ce qu'on appelle une fibre de 30 nanomètres. Alors c'est toujours une grande discussion encore maintenant dans le domaine. Est-ce que cette fibre de 10 nanomètres peut exister dans une cellule, dans un noyau in vivo, ou est-ce qu'on trouve toujours les formes plus impactées? On rentrera dans ces débats dans d'autres cours. Donc, alors, la découverte de cette nucléosome a conduit quelques temps plus tard au déchiffrage de sa structure par rayon X, par X-ray crystallography. Et donc, en fait, c'était les travaux de Caroline Luger et Tim Richmond en 1996 qui ont vraiment fourni la structure détaillée du nucléosome, qui est une molécule extrêmement élégant et efficacement produit. Donc, les histones qui sont au cœur, comme je l'ai dit, il y en a 8, deux paires de chacun des 4 types d'histones. Les histones, ils ont un domaine C-terminal qui est globulaire et très conservé, et puis ce qu'on appelle une queue N-terminale qui est beaucoup moins structurée et qui ressort en fait du nucléosome. Donc il y a au cœur du nucléosome les parties globulaires des histones, et puis les queues N-terminales de chaque histone peuvent sortir en fait de l'ADN. Et donc ça c'est un point très important parce que nous pensons qu'effectivement ces queues des histones peuvent être utilisées pour modifier l'état de la chromatine. Vous allez voir. Et donc ici, si je vous montre juste de manière un peu plus précise comment les histones sont assemblées pour former le nucléosome. Donc pour former l'octamère des histones, il y a donc deux molécules de H3 et H4 et de H2A et H2B. Nous savons que H2 et H2B forment des hétérodimères et H3 et H4 forment des hétérotétramères en fait. Et c'est l'hétérotétramère qui est entouré par 2 dimères de H2A et H2B. Et donc ces petites molécules sont extrêmement conservées au cours de l'évolution, et surtout la partie qui est au cœur, il y a 3 hélices alpha qui sont présents et qui sont séparées par deux boucles. Et en fait, c'est via une de ces 3 hélices que l'association est faite dans les 2 cas. Et donc cette structure qui est extrêmement stable, en fait, elle est extrêmement stable que dans des situations de haute concentration de sel ou en présence de l'ADN. L'octamère des histones, et c'est peut-être pour ça que c'était un tel challenge de pouvoir l'étudier auparavant, l'octamère est extrêmement instable en soi, sauf s'il est associé à l'ADN ou présent dans des concentrations très élevées de sel. Et donc, cette structure a tout de suite ouvert le monde de connaissances par rapport à comment la chromatine pourrait être modulée. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, elles sont très conservées, mais il y a quand même des variants qui peuvent avoir des rôles extrêmement importants, et je vais vous parler de ça dans un instant. Mais il est important de noter que les histones H3 et H4 en particulier montrent beaucoup moins de diversité, sont beaucoup plus conservées au niveau de leur séquence, au niveau des acides aminés.
H3 a quelques variants, mais qui sont extrêmement subtils. H4, il n'y en a pas, et probablement parce que c'est vraiment ces deux qui forment la base, la structure pour la formation de l'octamère. Par contre, H2A et H2B peut exister dans différentes formes, et vous allez voir que ces différentes formes peuvent être exploitées de manière différente au cours de l'évolution. Donc, si je reviens maintenant à un autre dessin, on va dire, d'école, plus moderne de l'ADN et de la chromatine, de son empaquetage, effectivement, grâce à des études que je viens de vous décrire, nous savons que l'ADN se trouve en forme de nucléosome autour des histones. Il y a un degré de compaction qui est dû simplement à ça, mais clairement, ça ne suffit pas pour expliquer le degré de compaction qu'on trouve au sein du noyau, et en particulier, par exemple, au niveau de l'hétérochromatine, où il est estimé qu'il y a un degré de compaction de jusqu'à 10 000 fois de l'ADN. Et donc, les histones ou les nucléosomes seuls ne peuvent pas expliquer ceci. Il doit avoir d'autres niveaux de compaction. Donc, bien sûr, histone H1 peut aider aussi, mais clairement, il doit avoir d'autres facteurs qui permettent l'association de la chromatine pour former des structures plus condensées. Et donc, ça, c'est un domaine qui est en plein essor. Il y a des études récentes qui suggèrent qu'effectivement, il y a des structures d'association qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mégabase, qu'on appelle des domaines topologiques, qui pourraient expliquer une partie de cette organisation. Donc pour, on va dire, l'organisation générale des chromosomes et comment cette organisation pourrait être liée aux fonctions des chromosomes, je vais dédier à une autre série de cours. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler, on va dire, de la nature de la chromatine et les rôles éventuels qu'elle pourrait avoir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il doit avoir d'autres facteurs impliqués dans l'empaquetage que les histones, d'autres protéines et peut-être aussi des ARN qui sont impliqués dans cette compaction plus importante et dans sa variabilité au cours du cycle cellulaire. Et donc, pour revenir sur cette idée que la chromatine est quand même la matrice physiologique du génome, il y avait aussi des études dans les années 80 qui montraient que l'ADN en forme de nucléosome réprime la transcription. Donc, si in vitro, on crée des nucléosomes et on essaie de faire une transcription in vitro en rajoutant la polymérase, etc., on voyait qu'effectivement, l'ADN est moins bien transcrite que quand l'ADN est nu. Et il y avait aussi des tests génétiques chez la levure qui montraient qu'effectivement, en absence des nucléosomes, en délétant ou en abrégant les histones, on avait une expression plus efficace, une induction d'expression plus efficace. Donc il y avait cette notion de la chromatine comme un frein à l'expression génique, ce qui collait pas mal avec cette notion de l'hétérochromatine en étant un frein, on va dire, encore plus général et plus stable. Mais en même temps, ça n'apportait pas l'explication de comment l'ADN pouvait quand même être accédé par la machinerie de la transcription, les facteurs de transcription, pour être exprimé. Comment on pouvait se débarrasser de ce frein, si c'était que ça, lié au nucléosome. Et donc maintenant, on commence à réaliser, et ça c'est vraiment depuis 20 ans, on va dire qu'il y a eu une explosion dans la compréhension de la nature moléculaire de la chromatine. On réalise qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent, on va dire, jouer un rôle ensemble. Donc il y a des complexes de remodelage qui, en utilisant de l'énergie, vont activement bouger les nucléosomes et libérer l'ADN pour l'exposer. Donc ça, c'est une voie que je vais vous décrire brièvement. Il y a des variants d'histones. Les histones classiques que je vous avais décrits ne sont pas les seuls, et il semblerait que ces variants d'histones peuvent avoir un impact sur l'accessibilité et la transcription ou pas de certaines régions. Et il y a les modifications des histones. J'ai mentionné ces queues N-terminales qui sortent du nucléosome, qui sortent en dehors de l'ADN, et on voit que finalement ces modifications sont extrêmement utilisées comme éventuelle matrice pour porter l'information et changer
l'état de la chromatine. Il y a la méthylation de l'ADN que je vous avais décrit et il y a aussi des ARN associés. Et ces deux thèmes-là, je vais les aborder à des cours suivants. Donc, d'abord, je voulais juste dire un mot sur le remodelage de la chromatine. C'est un domaine vaste actuellement, il y a de plus en plus de compréhension. Je vais revenir sur ce point dans chaque cours, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la chromatine, il faut parler de la capacité d'ouvrir la chromatine. Et donc, en fait, il a été trouvé, il y a maintenant quelques 10 ou 20 ans, qu'il y a des facteurs qui sont importants justement pour ce remodelage, comme je l'ai dit, qui sont capables de probablement éjecter ou au moins bouger les histones pour libérer l'ADN et permettre sa lecture par des facteurs et donc sa transcription. Et on réalise maintenant qu'effectivement, cet échange des nucléosomes est une manière extrêmement précise de moduler l'activité génique et définir des états chromatiniens. Et donc, qu'est-ce que c'est cette protéine de remodelage que je vous montre ici comme un petit rond mauve? En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ici, il s'agit que juste d'un complexe de remodelage. Donc, ce qui est clé dans ces complexes de remodelage, c'est qu'ils ont toujours au moins une protéine qui est capable d'utiliser l'énergie par hydrolyse d'ATP pour justement bouger la structure des nucléosomes. Mais en dehors de ça, il y a tout un tas d'autres facteurs qui lui donnent sa spécificité et qui peut rapporter d'autres activités qui peuvent être liées soit à la transcription, soit à la répression. Et quand on regarde plus précisément ce que c'est ce type de facteur de remodelage, ici je vous montre effectivement les nucléosomes, deux nucléosomes, et ici en fait on voit comment ces protéines peuvent aller attaquer, bousculer on va dire les histones pour libérer l'ADN. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais effectivement c'est des mécanismes qui deviennent de plus en plus connus de manière très précise. On sait qu'effectivement, ces activités sont là justement pour ouvrir ou fermer les régions et permettre l'accessibilité à la machinerie de transcription ou de la réplication ou de la réparation. Alors l'autre, on va dire, variété d'informations qu'on peut apporter, c'est, comme je l'ai mentionné, via les modifications des histones. Et en particulier, c'est que un terminal de chacun des histones qui sort du nucléosome. Et donc ces extensions, en fait, fournissent jusqu'à 30% de la masse entière. Mais quand le nucléosome a été cristallisé, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas structurés en fait. Ils sont extrêmement flexibles et justement on pense que ça fait partie de leur rôle, cette flexibilité, parce qu'elles peuvent être utilisées soit pour rapprocher deux nucléosomes, soit justement pour recruter d'autres facteurs et permettre soit une instabilité ou un changement d'état local. Alors, c'était, en fait, il y a bien longtemps que ces modifications ont déjà été notées. C'était en particulier un scientifique, Alfrey, qui, avec Mirsky, avait déjà décrit en 1964 que les histones peuvent être acétylées et méthylées. Et ils ont même proposé à cette époque-là que peut-être ces modifications des histones pouvaient avoir un rôle dans l'activité transcriptionnelle. Et donc, en fait, si je parle juste de l'acétylation des histones, dans un des papiers d'Alfrey en 1968, en prenant des noyaux isolés de thymus de veau avec l'acétate de sodium radioactif, il a pu purifier les histones et les analyser de manière chromatographique. Et c'est là, en regardant les différents composants d'acides aminés, qu'il a vu qu'effectivement, il y avait des formes différentes. Donc ici, il s'agit d'une acétylation d'une lysine. Et donc, il avait proposé qu'effectivement, ces modifications, qu'il ne trouvait que dans le cas des histones H3 et H4, il ne les voyait pas en fait dans les histones H2A et H2B. Il a proposé sur cette base-là
que peut-être effectivement cette acétylation des histones pouvait avoir un rôle dans la structure de la chromatine, parce que avec cette charge, il pouvait avoir une neutralisation via l'acétylation des histones qui pouvait permettre une ouverture, une déconnexion, on va dire une souplesse entre les interactions des histones avec l'ADN et qui pouvait être peut-être la base moléculaire d'une capacité de synthétiser l'ARN, donc de transcrire. Et il a publié un papier quelques années plus tard, justement en parlant des modifications comme l'acétylation et leur rôle possible dans la régulation de la transcription. Et donc, il fallait attendre 30 ans avant de vraiment comprendre de quoi il s'agissait pour ces modifications des histones. Et je dois dire que moi-même, quand j'étais étudiante à la fac et on suivait des cours sur les histones, c'était des protéines, on va dire, pas sans intérêt. C'était des protéines qui étaient, on pensait, assez constantes. Elles avaient des modifications, mais bon, c'était beaucoup moins intéressant que l'ADN. Je dois le dire moi-même, je trouvais ça ennuyeux dans les années 80. Mais il y a eu une explosion d'intérêt qui est arrivée dans les années 90, quand en fait les études génétiques et biochimiques ont montré qu'effectivement des modifications comme l'acétylation pouvaient être expliquées par des facteurs, des acétyltransférases. Et le labo de Dave Alice était le premier à purifier une histone acétyltransférase, une HAT, à partir de tétrahymena. Et quand il a purifié cette protéine et il a cloné le gène qui codait pour cette protéine, il a réalisé que c'était l'orthologue d'un facteur connu chez la levure comme un régulateur de la transcription, GCN5. Donc, très peu de temps après, ou même quasiment dans la même période, le labo de Schreiber a montré, en purifiant cette fois-ci un facteur qui était un inhibiteur, qui était une histone désacétylase, donc un enzyme qui est capable d'enlever la modification acétyl, et il a montré qu'effectivement la protéine qu'il a purifiée était l'homologue de le répresseur encore chez la levure RPD3. Et donc ensuite ils ont identifié l'homologue chez l'humain qui était l'histone désacétylase HDAC1 et qui montrait donc in vitro une activité de désacétylation. Donc ces deux études étaient extrêmement importantes parce qu'ils ont fait le premier lien direct entre la régulation des gènes et un état de la chromatine, la modification de l'acétylation des lysines des histones. Alors, comment exactement ça pouvait marcher? C'est quelque chose qui, toujours au cours de compréhension. Ici, je vous montre simplement la réaction d'acétyl-CoA qui est utilisée, qui est convertie via les histones acétyltransférases pour rajouter la lysine et l'activité des HDAC pour l'enlever. Mais donc, ce qui a été proposé à l'époque, c'est que peut-être justement cette acétylation qui pouvait être apportée ou enlevée de la partie N-terminale des histones, H3 et H4, pouvait peut-être réduire la liaison des histones à l'ADN et donc déstabiliser la chromatine. Et peut-être aussi, cette acétylation pouvait constituer un marque qui pourrait être reconnu par des facteurs. Et en particulier, il y avait des facteurs qui possédaient un domaine qu'on appelle bromodomaine, qui étaient capables de lier cette acétylation, ces lysines acétylées. Donc à la suite de ça, il y a eu toute une panoplie de histones acétyltransférases et désacétylases qui ont été identifiées. Et il a été compris qu'en fait, ils n'étaient pas seuls, ils agissaient dans des très grands complexes, y compris dans les complexes de remodelage comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et qu'effectivement, ces AT et HDAC associés avec des protéines qui pouvaient s'associer à l'ADN, avec des régions qui étaient capables de reconnaître de manière très spécifique l'ADN, donc des DNA binding domain, mais qui pouvaient s'associer donc à des complexes contenant des HDAC et des RAT, et que peut-être ces activités pouvaient justement changer l'état de la chromatine autour pour le rendre plus accessible ou plus inaccessible. Et donc voilà un peu l'idée qui commençait à émerger à cette époque grâce à ce type d'études, c'est qu'effectivement l'acétylation
pouvait avoir un rôle, on va dire, d'ouverture de la chromatine, pouvait aussi être lu par ce qu'on appelle un reader, un lecteur, via un bromodomène par exemple, et que cette modification pouvait justement être enlevée par des hashtags et que tout ça pouvait être corrélé avec une activité transcriptionnelle des gènes associés. Donc ça, c'était dans les années 90. Et à la même époque, ou juste après ces découvertes, il y a eu des découvertes majeures qui ont été faites justement en utilisant le système de Position Effect Variegation que j'ai mentionné tout à l'heure. Le groupe de Gunther Reuter avait utilisé ce type de phénotype variégé que je vous avais montré pour faire un crible génétique, pour essayer d'isoler des modificateurs de ce phénotype, pour voir s'ils pouvaient les accentuer ou enlever, c'est-à-dire revenir à un phénotype qui était moins variégé. Et ils ont découvert 30 ou 40 différentes locus qui pouvaient affecter ce type de phénotype. Donc, ils appelaient ça des suppressors of variegation, donc c'est des suppresseurs de ce phénotype, ou des enhancers of variegation. Et donc le lien avec la chromatine a été fait en 2000 par plusieurs groupes, et en particulier par le groupe de Thomas Januvine, qui en fait a réalisé qu'un de ces locus, le SUVA39, codait pour une protéine qui était un enzyme qui modifiait l'histone H3 à la lysine 9. Donc une lysine qui pouvait aussi être acétylée d'ailleurs, et c'était une lysine qui pouvait être méthylée. Et donc en fait, il a découvert que cette protéine contenait un domaine 7 qui est conservé et qui contient l'activité méthyltransférase qui va rajouter le méthyle sur cet histone à cette lysine. Et cette protéine contient aussi un chromodomène qui lui-même est capable de se lier à la modification méthylée d'H3K9. Donc c'est devenu on va dire un paradigme de l'utilisation de la chromatine comme un module non seulement de reconnaissance, de lien avec une activité génique, mais aussi peut-être de propagation. Et donc ici, je vous montre, ça vient d'une revue de Thomas Januvine, où on montre qu'effectivement, la méthylation de l'H3 lysine 9 qui est induit par SUV39 est ensuite reconnue par une autre protéine, HP1, qui est sortie aussi de ce crible comme étant un modificateur de la variégation qui s'appelle HP1, c'est la protéine d'hétérochromatine, heterochromatin protein 1. Et cette protéine, elle a aussi un chromodomène qui peut se lier à la méthylation de la lysine 9. Donc ce chromodomène ramène HP1 et en fait HP1 peut interagir avec SUV39. Donc à partir d'une modification qui est mise en place avec cette enzyme, on peut recruter un facteur HP1. HP1 peut recruter encore SUV39 et en fait il a été montré que HP1 est capable lui-même de se auto-recruter. Il s'associe avec lui-même et donc on peut imaginer une propagation l'allant de la chromatine, du chromosome. Et donc on peut envisager comment effectivement à partir d'une région hétérochromatique on peut avoir une propagation dans une région euchromatique grâce à ce type de modificateur. Donc voilà, c'était en revenant sur la génétique chez la drosophile et ces phénomènes de variégation, que le lien a été fait avec la nature, on va dire, moléculaire de la chromatine et sa capacité justement d'avoir une fonction différentielle au niveau de l'expression génique. Alors pour comprendre réellement comment cette fonction est mise en œuvre, c'est que maintenant et très récemment que nous commençons à voir la structure cristallographique de ces complexes. Et on peut voir vraiment réellement comment il y a les collaborations entre des enzymes comme SUV39, HP1 et le lien avec les histones modifiés. Donc je vais revenir sur ça au prochain cours et justement le séminaire qui va suivre va être aussi sur ce système et le lien avec aussi l'interférence de l'ARN, les petits ARN qui jouent un rôle, en tout cas chez la levure, pour la mise en place et la propagation de l'hétérochromatine en collaboration avec ces facteurs.
Donc cette découverte qui était quand même très importante en 2000-2001 a conduit très vite à une découverte d'autres protéines qui contiennent ces domaines 7, ces méthyltransférases. Et donc il y avait tout un ensemble de locus qui ont été découverts, et en particulier il y a des gènes qui codent pour des protéines qui étaient déjà connues comme étant importants pour la chromatine et pour le maintien de l'état inactif ou actif, comme par exemple ici cette protéine EZH2 sur laquelle je vais revenir, qui fait partie d'un complexe qu'on appelle polycom. Et donc EZH2 qui s'associe avec d'autres facteurs peut modifier l'histone H3 à la lysine 27, peut le méthyler aussi, et nous savons maintenant qu'effectivement cette activité est essentielle pour la propagation d'un état inactif. Et je vais vous parler plus de ce système de propagation lors du troisième cours. Donc maintenant, un résumé sur les modifications. En fait, ici, je vous montre que l'histone H3. Si je vous montrais tout, c'est absolument impressionnant le nombre de modifications, donc pas seulement l'acétylation et la méthylation, mais la phosphorylation, l'ubiquitination, la sumoylation. Il y a tout un ensemble de modifications et chaque acide aminé peut être modifié de différentes façons. Et non seulement de différentes façons, mais le nombre de modifications peut varier. Donc on peut avoir une monométhylation, une diméthylation, une triméthylation. Donc vous imaginez la combinaison possible de modifications. Alors c'est assez, on va dire, intimidant d'être dans le domaine, mais en même temps, ce qui est absolument fabuleux avec la biologie, c'est la génétique. Parce qu'en fait, maintenant, en associant la biochimie et les structures à la génétique, on commence très très vite à comprendre quels sont les facteurs qui déposent ces modifications, est-ce qu'ils sont importants, et quels sont les facteurs qui reconnaissent ces modifications. Donc ici, je vous montre en fait juste la queue de l'histone H3. En haut, je vous montre ce qu'on appelle les writers, c'est les enzymes qui vont modifier justement les différentes acides aminés. Donc ici, c'est les lysines simplement que je vous montre, mais les arginines et d'autres acides aminés peuvent aussi être modifiés. Mais la lysine 4 d'H3 est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, elle peut être méthylée, elle peut être acétylée, mais aussi méthylée par différents enzymes qui jouent un rôle extrêmement important au cours du développement et aussi dans des maladies comme le cancer. Donc on a des modificateurs, mais on a aussi la capacité d'enlever ces modifications. Donc on a ce qu'on appelle les effaceurs, les erasers. On a aussi les remodeleurs de la chromatine qui peuvent eux-mêmes s'associer à des modificateurs des histones. Et si on rajoute à tout ça les protéines qui peuvent lire ces modifications, vous voyez ici que les possibilités sont énormes. Donc justement, si on prend la lysine 4, il y a différents types de domaines qui peuvent s'associer avec la forme méthylée de la lysine 4. La forme acétylée, elle peut être lue par des protéines qui contiennent des bromodomaines. Si on prend la lysine 9, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs types de domaines qui peuvent la reconnaître, comme le chromodomaine dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres domaines de protéines qui peuvent aussi la reconnaître. Et juste à côté de la lysine 9, il y a la sérine 10 qui, elle, peut être phosphorylée. Et on pense qu'effectivement, la phosphorylation de la sérine 10 peut empêcher la méthylation ou jouer un rôle dans la modulation de la méthylation. Donc il y a des interactions entre les modifications et les protéines qui peuvent les déposer ou qui peuvent les lire. Et donc en fait, il y a beaucoup de combinaisons maintenant qui sont faisables, qui sont résumées un petit peu ici. Donc bien sûr, il y a simple lecture des combinaisons. Même on appelle ça le code des histones. Je vais vous mentionner ça dans un moment. On peut avoir différentes protéines qui s'associent à différentes modifications, mais qui ensemble sont peut-être plus stables, qui peuvent même produire on va dire une interaction plus importante, donc peut-être en rôle de compaction. Et puis, on peut aussi avoir des complexes qui contiennent des enzymes qui vont rajouter des modifications, mais qui vont aussi lire des modifications, comme est le cas dans les complexes de polycom, par exemple, et qui peuvent aussi être associés de manière plus ou moins dynamique avec des effaceurs de ces modifications. Donc la situation est très complexe, mais comme je le disais, grâce à la combinaison d'approches, on commence maintenant à réellement décortiquer non seulement la structure de la chromatine, mais aussi son importance. Et donc, je l'ai déjà dit, mais parmi ces différentes combinaisons
writer-reader-eraser, les protéines associées aux histones, il y a deux complexes très importants qui ont déjà été décrits bien avant les études qui ont découvert les activités enzymatiques des facteurs, mais les complexes polycométrie thorax ont été découverts grâce à la drosophile encore comme étant importants pour le maintien des états génétiques ou des états d'activité des gènes au cours du développement. Donc je vais revenir sur ce point-là lors du troisième cours. Donc, toute cette découverte de toutes ces modifications a amené les chercheurs qui étaient impliqués de proposer l'hypothèse d'un code des histones. Et donc, l'idée, c'était peut-être qu'il y avait un langage, un petit peu comme le code génétique. Peut-être on pouvait même imaginer que les modifications des histones ou de ces queues N-terminales pourraient être lues en combinaison pour générer certains états d'activité, inactivité ou réplication, réparation, etc. Donc c'est une hypothèse, mais enfin, c'est clairement pas un vrai code, surtout quand on imagine la complexité et la dynamique. La reconnaissance n'est pas si exacte que ça, donc je pense que maintenant, aujourd'hui, on parle un peu moins de cette hypothèse de code, mais néanmoins, c'était important pour que les gens réalisent et peut-être génèrent les outils pour étudier les modifications qui se retrouvent ensemble sur un histone et la lecture éventuelle par des protéines de ces modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en train d'être disséqué. Je vais revenir sur ce point parce que dans certains cas, et il y a eu un débat quand même assez récemment sur l'importance de ces modifications. Parce que même si elles peuvent être reconnues par différents facteurs, comme je l'ai dit, des études de génétique en délétant ou en mutant spécifiquement une modification en autre ont commencé à fournir des données sur l'importance de tel ou tel acide aminé et sa modification. Et dans certains cas, il n'y avait pas de phénotype du tout. Et donc ça conduit, comme je l'ai dit, à un débat, mais en fait on a réalisé aussi qu'il y a des modifications qui sont importantes et des acides aminés qui sont cruciales. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins cruciales ou peut-être il faut faire la délétion au bon moment et au bon endroit pour pouvoir avoir un phénotype. Et la chromatine n'est pas dans un état, on va dire, constant et neutre tout au long du développement. Et donc, en fait, il faut avoir les outils génétiques pour pouvoir justement déléter ou dépléter à un stade du cycle cellulaire ou dans un tissu très spécifique pour voir s'il y a réellement un impact. Et ça, ce n'est pas si simple de faire ce type de manipulation extrêmement ciblée. Donc la question reste ouverte, mais je pense qu'aujourd'hui, la communauté devient de plus en plus convaincue que ces modifications ont un rôle à jouer, et vous allez voir pourquoi quand je vais vous parler un peu plus des variants des histones. Mais je voulais quand même dire un mot sur les outils, parce que pourquoi ça a pris tant de temps à comprendre ces modifications? Déjà, c'était difficile parce que, comme je vous ai dit, biochimiquement, ce n'était pas facile de trouver ces modifications et de manière précise de les détecter. Al Free a fait un travail épique, en fait, ce qu'il a publié dans les années 60. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu faire le travail qu'il a fait. Mais la révolution dans les années 90 était le développement d'anticorps qui pouvaient détecter de manière extrêmement spécifique ces modifications. Et donc, je pense que la première personne derrière ça, c'est Brian Turner, un scientifique britannique, qui a développé des anticorps qui détectaient de manière très spécifique l'acétylation de différents lysines sur l'histone H4 et H3. Et ici, je vous montre un de ses premiers papiers en 83 où il montre que le X inactif, qui est, comme vous imaginez, mon chromosome préféré, mais c'était le modèle qui était le plus frappant avec lequel il a pu montrer ça. Et il a montré qu'effectivement, en utilisant cet anticorps, tous les chromosomes peuvent être détectés comme l'ADN, sauf un, et c'était justement le X inactif. Donc le X inactif était très spécifiquement hypoacétylé au niveau de la lysine 12 de H4. Et il a montré que différentes lysines aussi montraient ce profil qui corrèle bien avec son état inactif transcriptionnel.
Et peu de temps après, les laboratoires de Dave Alice et Thomas Univine ont produit aussi des anticorps très spécifiques contre les modifications comme la méthylation de certains acides aminés. Et ici, en fait, c'est un travail que nous avons fait en collaboration justement avec le labo de Dave Alice, où on a montré qu'effectivement, en prenant chacun des anticorps contre chaque lysine de l'histone H4, on voit que ici, il s'agit du chromosome X inactif qui est marqué par un ARN dont je vais vous parler une autre fois. Mais en tout cas, on voit très clairement que le X inactif est déplété de cette forme acétylée de l'histone H4. Donc en fait, une association, une corrélation très spécifique entre acétylation et activité transcriptionnelle. Ici, c'est un autre exemple, cette fois-ci des chromosomes de polythène chez la drosophile. Et je vous montre, ici, il s'agit d'une localisation de RPD3, qui est donc l'HDAC dont j'ai parlé tout à l'heure, et une association avec l'histone H4 acétylé à la lysine 8. Et comme vous voyez, il y a une association qui est mutuellement exclusive. Là où il y a l'HDAC qui désacétyle, on ne voit plus l'acétylation comme attendu. Donc c'était des outils extrêmement importants et efficaces, non seulement pour les études, on va dire, cytologiques comme ci, mais aussi pour faire ce qu'on appelle l'analyse moléculaire par l'immunoprécipitation de la chromatine. Donc en utilisant ces anticorps, on peut aller pêcher la chromatine dans les cellules et la sortir après l'avoir coupée en petits morceaux, en soniquant ou en digérant avec des enzymes. Donc on peut en fait identifier exactement les histones associées avec telle ou telle modification en faisant cette immunoprécipitation et ensuite en faisant des techniques d'analyse de l'ADN qui est associé, soit à l'époque sur des blots classiques, soit maintenant par séquençage à haut débit. Donc on pouvait avoir une lecture très précise des modifications des histones grâce à ce type de modification, ce type d'anticorps. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Ici, je vous montre, donc ça c'est un locus dans le génome humain qui montre, donc c'est une région de 115 000 paires de bases et en fait il y a 3 gènes qui sont exprimés de manière différentielle après une stimulus. Donc ici c'est une stimulation pathogénique, mais c'est pour vous montrer à quel point la lecture grâce à ce type d'anticorps en regardant la chromatine peut nous donner une idée précise de ce qui change. Donc après une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, on peut voir les changements au niveau des facteurs associés, mais aussi au niveau des modifications des histones comme H3K4, triméthyle ou monométhyle. Donc voilà, il y a une capacité maintenant d'aller très finement disséquer les modifications et voir avec quoi ils corrèlent. Donc ici, bien sûr, il s'agit des corrélations, mais dans un contexte de mutant, on peut poser la question, est-ce que telle ou telle modification disparaît au niveau de telle ou telle région du génome de manière très précise? Et donc aujourd'hui, nous arrivons même à voir, on va dire, des couleurs de la chromatine, là où avant c'était des structures plus ou moins compactées, condensées. Grâce à ce type d'anticorps et cette approche de immunoprécipitation de la chromatine et séquençage et lecture, on peut voir qu'effectivement, dans différentes espèces, chez l'humain, chez la drosophile et même chez les plantes, on a différents caractères de chromatine. Alors, on ne comprend pas tout à fait encore ce que ça veut dire, mais on est en train de, on va dire, d'écrire ça. Donc ici, je vous montre la situation chez la drosophile et aussi chez les plantes, où effectivement, il y a une association avec, par exemple, HP1 avec H3K9 méthylé. Donc, je vais, comme je parlais de ça tout à l'heure, il y a des régions qui sont actives, mais qui sont différemment marquées, donc qui ont des signatures un petit peu différentes, des modifications et des facteurs associés. Donc, grâce à ce type d'informations, nous espérons comprendre un peu mieux comment, non seulement à l'échelle des gènes, mais de manière un peu plus globale, la chromatine pourrait influencer l'expression ou l'activité du génome. Donc, je voulais quand même dire un mot sur les variants d'histone. Donc, je vous avais parlé des modifications des queues N-terminales. Comme je l'ai dit, les histones H3 et H4 sont beaucoup moins variables que les histones H2A et H2B. Et en fait, H2A et H2B, on les retrouve dans plusieurs formes qui varient au niveau
de leur queue N-terminale, mais aussi au niveau de la partie C-terminale. Et ces formes peuvent avoir un impact sur la structure et la stabilité du nucléosome. Alors, les histones, on va dire canoniques, c'est ceux qui sont très conservés parmi les espèces, sont en fait déposés au cours de la réplication. Donc ici, je vous montre pour la première fois l'ADN et la chromatine au cours de sa réplication. Donc à chaque division cellulaire, il faut que le génome soit dupliqué. Et ici, je vous montre ça. Je vais revenir sur ce type de diapositive dans mes cours suivants, parce que c'est ici qu'une grande partie de la propagation, la mémoire doit se jouer. Donc d'abord, il faut répliquer l'ADN, mais donc les nucléosomes doivent être perturbés. Les histones anciens peuvent être recyclés, justement, par certaines chaperones. Et aussi, il faut rajouter des nouveaux histones parce qu'on dilue par deux. Donc, en fait, les anciens sont distribués de manière assez aléatoire entre les deux nouvelles brins. Mais on doit aussi déposer des nouveaux histones. Et donc, ici, il s'agit, on pense, effectivement, des histones canoniques qui ne peuvent pas varier. Par contre, nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de variants qui peuvent être introduits dans la chromatine en dehors de cette phase de réplication. Et donc là, il y a des complexes protéiques très dédiés à ça, donc d'autres chaperones qui sont importantes et qui sont associés aussi avec des complexes de remodelage. Et donc ces variants, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Et maintenant, on commence à réaliser que oui, ils ont un rôle extrêmement important. On voit déjà, juste en les cartographiant, qui sont présents dans différentes parties du génome. Donc, il y a les variants de histone H3, il y en a chez les mammifères en tout cas, il y en a 3, H3.1, H3.2, H3.3. Et la forme canonique H3.1 est déposée au cours de la réplication. Par contre, H3.3 est déposé dans les régions d'activité transcriptionnelle. Il y a aussi différentes formes de H2A, comme H2AZ, qui semble être un variant très important qui est retrouvé dans différentes situations, et puis en fonction des espèces aussi, soit dans les régions actives, soit dans les régions inactives. Il y a un variant d'H2A qui s'appelle macro-H2A, qu'on trouve toujours associé avec l'hétérochromatine, et en particulier avec le X inactif. Et on sait qu'autour des centromères, qui sont des régions hétérochromatiques assez particulières, là, il y a un variant très spécifique de l'histone H3 qui s'appelle SEMPA, qui est déposé. Et effectivement, d'autres variants semblent être présents autour des centromères pour jouer un rôle certainement dans la propagation fidèle de cette région-là. Donc, en plus de tous ces variants, il y a eu aussi la réalisation il y a peu de temps qu'on peut avoir des nucléosomes qui sont constitués, on va dire, de différents variants. Donc on peut avoir un nucléosome qui a H2A canonique et H2AZ associé par exemple avec H3.3 plutôt que H3.1. Et il a démontré qu'effectivement, en regardant la structure, que cet nucléosome est beaucoup moins stable, peut-être moins bien associé et donc moins, à l'ADN, et plus labile et qui pourrait être justement exploité pour les régions qui doivent être transcriptionnellement actives. Donc ça, c'est un domaine qui est en plein essor. Et pourquoi il y a eu autant d'intérêt récemment aussi dans les variants? Tout d'abord parce qu'il y en a beaucoup et on commence à réaliser que pour chacun, il pourrait avoir plusieurs rôles associés. Et pour chacun aussi, n'oubliez pas qu'il peut être aussi modifié de manière post-transcriptionnelle de plusieurs façons. Donc ici, je vous montre les histones H2A et B, où il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de différentes formes qui existent. Et ici, je vous montre les différentes variantes de H3, l'histone H3. H4, par contre, comme je l'ai dit, existe en une seule version, probablement parce qu'il joue un rôle extrêmement important, non seulement pour l'assemblage du nucléosome, mais aussi au cours de la réplication. Et bon, ça, je l'ai déjà dit, en fait, H2 peut être remplacé par H2AZ et que ça a un impact sur la stabilité du nucléosome. Et H3 existe dans ces différentes formes. Alors, très récemment, il y a eu des études fonctionnelles qui ont commencé à être mises en place. Et
il devient clair qu'en fait, les mutations dans ces variants, alors dans les histones canoniques sont souvent présents en plusieurs copies dans le génome, c'est-à-dire il y a plusieurs gènes qui codent pour ces protéines, probablement parce que le besoin de leur expression est tellement important au cours de la phase S, il faut produire une quantité importante, donc elles sont, ils existent en famille multigénique. Par contre, les variants sont souvent présents en un seul gène. Donc, pour faire une mutation, une délétion, c'est beaucoup plus facile. Et donc, maintenant, les gens commencent à muter soit le gène entier ou différentes parties du gène. Et donc là, il a été réalisé qu'effectivement, dans beaucoup de cas, il y a des phénotypes très importants. Par exemple, je vous montre le macro-H2A qui semble avoir un rôle important dans la formation du cerveau, en tout cas chez les zébrafiches. H2AX semble être très important pour la stabilité au cours de la méiose. Donc voilà, il y a tout un tas de différentes variants avec les possibles fonctions qu'ils ont. Et très récemment, il y a eu un lien entre le variant histone H3.3 et le cancer, parce que plusieurs études ont montré que des mutations dans histone H3 pouvaient conduire à certains types très précis de gliomes. Et donc ces études, ces papiers ont été une vraie saut en avant, on va dire, pour le monde de l'épigénétique, parce que finalement, on peut dire qu'effectivement, la chromatine non seulement joue un rôle probablement important au cours du développement, mais clairement peut induire des changements dramatiques conduisant à des maladies. Donc, par exemple, si on prend la lysine 27 d'H3.3, une mutation qui la transforme en méthionine dans un des deux allèles génère des gliomes de type très spécifique. Et donc ces mutations sont trouvées dans plus que 60% des cas. Et donc ce type de maladie, donc, quand il s'agit des enfants, les enfants sont diagnostiqués très tôt et malheureusement la maladie est extrêmement grave et rapide. Donc en fait, quand les gens commencent maintenant à essayer de comprendre quel est l'impact de cette mutation, cette modification de cette lysine 27, en fait, elle est sujette à la modification dont je vous ai parlé, de méthylation, via les complexes polycomes. Et dans le cas de la mutation, il a été montré que globalement, cette modification est perdue, mais retrouvée de manière très spécifique et aberrante à certains gènes, à quelques centaines de gènes. Donc en fait, très globalement, l'état chromatinien est extrêmement changé et de manière très tissu spécifique, on va dire, à cause de cette mutation. Donc ça, c'est quelque chose, comme vous voyez, toutes ces découvertes sont très récentes, mais ça ouvre tout un champ d'investigation pour comprendre justement comment ces variants et leurs modifications peuvent avoir un impact tellement ciblé et en même temps en changeant de manière tellement globale l'épigénome du tissu affecté. Et bien sûr, avec l'espoir qu'on pourrait même apporter des thérapies qui pourraient modifier, ajuster, corriger même ce type d'absence de cette modification ou de son introduction de manière aberrante à certaines régions du génome. Donc voilà, je vais résumer ce que je vous avais dit aujourd'hui. C'était une sorte d'introduction sur la chromatine et ses différents aspects. Donc je vous ai montré que les modifications des histones est important, les variants aussi. Il s'agit donc non seulement des plateformes pour des facteurs qui peuvent venir lier, mais qui peuvent aussi moduler la manière que l'ADN et la séquence du génome est exposée, lue et ensuite interprétée. Nous savons qu'il y a des facteurs qui rajoutent et qui enlèvent ces modifications et qu'il y a une collaboration entre ces facteurs et les remodeleurs de la chromatine. Il y a aussi une collaboration entre les facteurs qui s'associent. Donc, comme je l'ai dit, il y a des complexes qui rapportent des readers, des writers et erasers. Et donc, comment finalement on arrive à avoir un état donné de chromatine si on a
tous ces facteurs qui arrivent en même temps. Et c'est là où, en fait, la stoichiométrie et la dynamique extrêmement contrôlée doit jouer un rôle important. Et il y a aussi un lien avec la méthylation de l'ADN, dont je ne vous ai pas parlé en détail aujourd'hui, mais on sait que la méthylation d'ADN est très étroitement liée avec les complexes qui modifient aussi les histones, dans certains cas. La méthylation d'ADN, on pensait, était un marque très stable, mais depuis quelques années, on réalise que même ça, ce n'est pas vrai, que finalement la méthylation peut être enlevée par des enzymes dédiées qui s'appellent des TET enzymes et qui peuvent convertir justement la méthylation de la cytosine en 5-hydroxyméthylcytosine, et donc en fait, cette méthylation peut aussi être perdue. Et je ne vous ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais on va revenir en force la semaine prochaine parce qu'on sait aussi que les ARN non codants peuvent aussi jouer un rôle important dans la chromatine, peuvent collaborer peut-être avec les facteurs associés aux histones et au niveau soit du recrutement de certains facteurs, soit même au niveau du maintien. Et un rôle très clair a été montré pour les mécanismes impliquant les petits ARN interférents dans la propagation de l'hétérochromatine chez la levure, et Robin Olsher vous en parlera la semaine prochaine. Donc pour terminer, je vous avais montré un peu toutes les différentes, on va dire, goûts ou couleurs de la chromatine, et je veux juste résumer les rôles auxquels on peut imaginer, et en particulier terminer sur le rôle qui va être donc le sujet des 4 prochains cours. Donc le rôle éventuel de la chromatine comme porteuse de mémoire. Donc très rapidement, je reviens sur le dessin de Walter Fleming. L'idée, déjà à l'époque, en regardant les mitoses et ces chromosomes en métaphase, il y avait la discussion sur les forces nécessaires pour séparer les chromosomes à chaque division cellulaire. Et donc, en fait, un des rôles, on imagine, de la chromatine est de protéger l'ADN au cours de la mitose et même au cours de la méiose. Donc ici, c'est un dessin de Boveri en 1901 où on peut imaginer les forces qui peuvent être imposées sur les chromosomes au moment de leur séparation au cours de la division cellulaire, la ségrégation des chromosomes. Et ces forces ont commencé à être mesurées donc, dans différents papiers. Le dernier papier que moi j'ai trouvé, c'était une étude en 2013 en utilisant des... comment on dit ça? Optical traps, bon, je ne sais pas comment dire, et qui mesure donc au cours de la mitose quelle est la force, et c'est estimé être entre 2 et 10 piconewtons. Donc c'est 100 fois moins que ce qui a été proposé il y a quelques décennies, mais néanmoins c'est une force importante, et donc on peut imaginer comment l'ADN il résiste à la cassure, et on pense que la compaction dans la chromatine dans les chromosomes mitotiques est très importante justement pour le protéger. L'autre rôle, je pense qui doit, j'espère, être évident pour vous, c'est dans ce qui est le développement et l'expression génique différentielle au cours du développement et la reprogrammation. Donc Waddington a parlé de l'épigénétique comme étant un paysage où finalement une cellule peut prendre une décision d'aller dans un lignage ou l'autre. On pense que justement la chromatine pourrait jouer un rôle dans ces choix et le maintien de ces choix. Donc de manière plus terre à terre, je vous montre de quoi il s'agit. Effectivement, nous avons dans chacun d'entre nous 300 types cellulaires différents. Et chaque cellule a quasiment le même ADN, le même génome, mais lu de manière différente, exprimé de manière différentielle. Et donc, cette expression différentielle doit être maintenue. Et maintenant que nous avons les outils génétiques pour perturber les facteurs associés à la chromatine, que ce soit les remodeleurs, les modificateurs, les lecteurs des histones, on sait qu'effectivement, ils jouent un rôle important dans le maintien de cette identité cellulaire. Alors, si vous êtes venu à mes cours l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup de la reprogrammation dans la lignée germinale, où on doit défaire ce qui a été fait dans les cellules somatiques, dans l'embryon, pour remettre une base, on va dire,
totipotentes ou pluripotentes dans la lignée germinale. Et donc, en fait, pour arriver à cette reprogrammation, on sait maintenant qu'il faut passer une certaine barrière épigénétique et elle est constituée justement de ces facteurs de modificateurs de histone. Par exemple, H3K9 méthylé semble être une vraie barrière épigénétique qu'il faut dépasser pour pouvoir reprogrammer et créer une lignée germinale. Et les expériences de Gordon de transfert nucléaire, ici, il a montré, et il a exposé ça l'année dernière, que les barrières à la reprogrammation des cellules somatiques quand elles sont transférées dans un ovocyte sont au niveau de la chromatine, et en particulier les variants des histones semblent jouer un très grand rôle dans le maintien d'un état actif ou de maintien inactif. Et donc justement, comment finalement ces variants d'histone et les modifications qui vont avec sont dépassés, c'est un sujet encore très actif de recherche. Et la pluripotence induite, dont je vous ai parlé beaucoup l'année dernière, pareil, on ne peut pas reprogrammer si facilement une cellule pour faire une autre. Il faut un certain état chromatinien, un changement chromatinien. Donc, comme pour la lignée germinale, on pense qu'il y a des barrières épigénétiques qu'il faut surmonter. Et le parallèle a été fait déjà dans ce qui se passe dans le cancer, ou peut-être quand une cellule se transforme, justement, c'est parce qu'elle va dépasser ces barrières épigénétiques, justement, peut-être parce qu'il y a des mutations dans des facteurs épigénétiques, comme les modificateurs des histones, qui la permet d'aller exprimer des régions des gènes qui ne doivent pas être exprimés de manière anormale. Donc, le lien entre la chromatine et la transcription et la répression, j'espère que vous avez compris que ce lien est clairement là. On commence à comprendre de manière très précise et moléculaire de quoi il s'agit. Mais la grande question, c'est la stabilité d'un état d'expression et aussi la dynamique de la chromatine. Et donc ça, c'est, je vais vous en parler, le dilemme pour nous, c'est finalement la chromatine, elle est loin d'être statique, et donc comment on peut préserver un état de manière si stable. Et c'est important de considérer ça dans le contexte de l'environnement, qui est une autre définition de l'épigénétique. Il y a des changements qui sont induits par l'environnement, qui sont programmés, comme chez les plantes, la vernalisation, une période de froid justement pour permettre la floraison. Je vais vous parler un tout petit peu de ça parce qu'effectivement, les complexes polycomes sont impliqués dans ce changement environnemental qui est induit, mais qui est ensuite reprogrammé. Et les abeilles, je vous avais parlé de ça il y a 2 ans, effectivement, une nourriture de gelée royale au cours du développement conduit à une reine. Et là, on pense qu'effectivement, il y a aussi des facteurs épigénétiques qui sont importants. Alors, dans un contexte, on va dire, plus large, environnemental, toxique ou avantageux, est-ce que nous, par exemple, sommes sujettes à des changements qui se passent via la chromatine? Clairement, oui. L'environnement, que ce soit ce que nous mangeons, ce que nous respirons, peut avoir un impact sur la manière que la chromatine est modifiée. Et donc là, l'acétylation est peut-être la modification la plus connue, mais d'autres modifications aussi sont en train d'être liées à des voies de signalisation qui sont donc justement influencées par différents types d'influences nutritionnelles ou toxiques. Mais à quel point ces changements induits sont ensuite propagés, ça c'est la grande question où effectivement il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est des changements qui finalement sont relativement réversibles ou est-ce que c'est des changements qui peuvent être maintenus tout au long d'une vie ou même à travers des générations? Et donc pour terminer, comme je l'ai dit, le dilemme c'est que même si la chromatine probablement est porteuse d'une mémoire cellulaire, elle est aussi la matrice qui permet l'ADN d'être exprimé ou réprimé, mais le dilemme, c'est qu'elle est extrêmement dynamique. Et donc, tout récemment, les études montrent qu'effectivement, même les protéines qui sont associées à l'hétérochromatine ont un temps de résidence sur la chromatine de moins d'1 minute. Donc, comment on peut maintenir un état de manière si stable au cours des divisions cellulaires et tout au long d'une vie si finalement il y a une telle dynamique? Et pour les régions, par exemple, qui sont activement transcrites, on sait maintenant que l'histone H3.3 est extrêmement rapidement échangé. Donc, en dehors de la réplication, dans les régions qui sont transcriptionnellement actives,
on sait que les histones sont très facilement et rapidement échangés. Donc comment réconcilier ce type de dynamique avec le besoin d'une stabilité d'un état? Et donc ça, c'est justement ça sera les questions que je vais étudier à travers différents exemples dans les cours que je vais vous présenter dans les semaines qui viennent. Donc face à ce type de dynamique d'échange des histones, de remodelage de la chromatine, de mise en place et effacement des modifications des histones, au cours du cycle cellulaire, au cours de la réplication, où il faut effectivement mémoriser des états pour ne pas perdre certains états qui sont importants pour définir un état d'activité ou inactivité. Au cours aussi des endommages des stress génotoxiques comme les cassures double bras de l'ADN ou d'autres stress, finalement, comment la chromatine elle est remise en place sans laisser de traces, est-ce que c'est possible? Et finalement aussi, à travers les générations, à quel point cette chromatine peut transmettre des informations d'une génération à l'autre. Dans certains cas, comme chez les plantes ou d'autres organismes, c'est clair qu'on peut transmettre une information, non, comme pour revenir à cette description tout au début de la nucléine, il s'agit non seulement d'une transmission de l'ADN, mais peut-être aussi des protéines associées. Et je vais vous montrer un ou deux exemples très jolis de ce type lors des prochains cours. Donc voilà, et pour terminer, les questions posées seront comment effectivement la chromatine peut porter cette information qui pourrait être transmise à travers les générations et aussi mettre ça dans le contexte d'autres types de systèmes de mémorisation parce qu'on peut imaginer aussi que les facteurs trans et cis sont aussi mémorisés sans avoir besoin d'évoquer la chromatine. Ou les facteurs de transcription qui s'associent à l'ADN, qui n'ont pas forcément besoin de la chromatine, mais qui peuvent rester associés tout au long des cycles cellulaires. Il semble qu'il y a très peu d'exemples où la chromatine vraiment n'a rien à voir avec tout ça, en tout cas chez les eucaryotes. Mais je dois dire que c'est quand même, ça reste un débat. Il y a des scientifiques qui maintiendraient que peut-être la chromatine, elle est tout simplement là pour ce rôle de compaction. Elle joue très peu de rôle finalement de signal de mémorisation. Donc Marc Petachny, c'est un de mes scientifiques préférés qui aime bien provoquer ce type de discussion. Alors en mois de mai, nous avons un colloque le 18 et le 19 mai, et donc Marc Petachny, qui est clairement d'un côté, je dirais, de l'histoire, et d'autres gens comme Danny Reinberg, qui sont clairement de l'autre, seront là pour débattre la question. En tout cas, lors des 4 prochains cours, je vais surtout définir comment ces processus de propagation de la chromatine peuvent avoir lieu en prenant des exemples différents pour illustrer. Voilà, et je vais terminer juste en vous indiquant donc, le titre du cours de la semaine prochaine. C'est donc la première partie des systèmes de mémorisation liés à la chromatine avec le séminaire de Robin Olsher. Donc le cours sera à 4h jusqu'à 5h30 et le séminaire sera à 5h30. Voilà, je vous remercie.